Je vais passer la parole à la salle et comme ça vous aurez l'occasion de revenir. C'est vrai qu'on a un angle de conférence qui nous ramène moins sur les questions stratégiques, militaires, défense que vous connaissez l'un et l'autre très bien, mais je pense que c'est essentiel aussi sur ces sujets d'avoir du substrat. On ne peut pas, vous venez de le dire, l'un et l'autre, on ne peut pas, sur une Europe qui veut protéger militairement ou au plan de la sécurité, on ne peut pas faire comme si la question de la frontière n'existe pas. C'est toujours la première chose qu'on défend, par exemple. Allez, c'est à vous. Alors, Nicole, Jacques, passez les micros par ici. Monsieur Cameron, on prend ces trois premiers, puis après on prendra les autres. Nicole. Merci, Ivan. Quand nous nous sommes connus il y a 20 ans, vous n'étiez pas encore membre de l'Union européenne, la Bulgarie, et vous étiez dans votre phase enthousiaste. Maintenant, j'ai deux questions. Et merci d'abord pour cet exposé qui fait réfléchir, vraiment. Mais j'ai deux questions. La première, c'est sur la poursuite de l'élargissement. Et en particulier aux pays des Balkans, puisqu'on a promis à ces pays qu'on les prendrait. Mais si je vous suis bien, si la séquence est 1, enthousiasme, 2, imitation, 3, frustration par l'imitation, 4, nationalisme, souverainisme et rébellion contre l'Union européenne, alors il vaudrait mieux ne pas s'élargir aux Balkans. Ça suffit de vous gérer, vous, si en plus on doit se mettre des pays des Balkans qui vont suivre le même processus. Et donc ma première question est, est-ce que ça a du sens de continuer l'élargissement? Moi, personnellement, plus je réfléchis, plus je suis hostile à l'élargissement aux Balkans. Mais se trouve que ce que vous décrivez sur l'Europe centrale et orientale, si on l'applique aux Balkans, devrait nous amener à ne pas nous élargir. Deuxième question, très rapidement. Vous avez donc montré le parallèle, enfin la ressemblance entre la désintégration de l'Empire austro-hongrois et la désintégration de l'Europe par les aspirations des peuples à la souveraineté. Et Louis a magistralement répondu sur ce plan-là, donc je ne reviens pas. Mais ma question est, il me semble que l'intégration européenne est allée de pair historiquement avec l'intégration atlantique. Les deux ont joué ensemble, 49-51. Et les Américains voulaient les deux ensemble. Si désintégration de l'Europe il y a aujourd'hui, alors il y aura aussi désintégration de l'ensemble atlantique. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas mal, ça. Alors, Jacques. C'est un bonbon. Jacques. Oui, merci pour votre exposé qui donne, comme dit Nicole, à réfléchir. Moi, j'ai une question un petit peu nombriliste, mais comme vous ancrez votre réflexion sur, au fond, la prégnance de l'histoire dans la vie des peuples et la façon dont ils s'appréhendent. Donc, ma question très nombriliste, c'est est-ce que vous pensez que ce que vous avez évoqué au sujet de, je ne sais pas quel est le bon terme, de l'ignorance de la France par les pays d'Europe centrale, trouve une partie notable de ses racines dans ce qui a été l'attitude de la France à la veille ou au début de la Seconde Guerre mondiale, qui est que, si on regarde bien les choses, on vous a quand même gentiment lâché après vous avoir promis de vous protéger. Enfin, ça a été le cas de la Tchécoslovaquie, ça a été le cas de la Pologne, et qu'on peut peut-être considérer que, de ce point de vue-là, il y a encore quelque chose qui subsiste. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce que c'est un élément tout à fait négligeable dans la question que vous avez évoquée? C'est là aussi une bonne question, parce que c'est vrai que la réaction de De Gaulle, qui connaissait lui bien les pays de l'Est, et notamment sa réaction après la guerre, a été justement de reconstruire quelque chose qui permette que nous ne soyons pas dans cette situation. Mais la leçon historique de l'autre côté, elle était quand même qu'une pseudo-grande puissance européenne avait laissé tomber. Absolument. Pierre-Alexis. Ah, monsieur, je suis désolé. Bon, là, vous avez le micro. Vous attendrez? D'accord. Je vous en prie, monsieur. Dans la problématique des frontières, que pensez-vous de la séparation du Kosovo de la Serbie? Très bien. On retourne dans les Balkans. Partageons, on en reparlera, mais je ne partage pas ton opinion sur les Balkans. Bonsoir. C'est trop au cœur de l'Europe. Dans votre livre After Europe, vous faites un jeu de mots intitulé Petersburg. Vous dites que l'Union européenne pourrait connaître le même destin que l'Empire des Habsbourg,
Mais il me semble que le docteur von Habsburg joue un rôle important dans le mouvement pour l'intégration de l'Europe et fut député européen pendant des dizaines d'années. Pensez-vous que l'Union européenne pourra vaincre sa crise actuelle et résoudre ses conflits internes bon, pas forcément à court terme, mais à moyen terme? Merci. D'accord, là c'est la boule de cristal. Il faut on aimerait bien, hein, on aimerait bien qu'il y ait une vision. Alors, l'un et l'autre, vous commencez et ensuite je passe. Thank you very much. Oui, alors le titre à l'origine, qui n'était pas très bon, je suis très reconnaissant à l'éditeur, c'était Perhapsburg. Perhapsburg. Donc, dans Perhaps, qui veut dire peut-être. Et bon. Alors, parce que c'est un peut-être, c'est un point d'interrogation. Alors, je ne suis pas un très grand prévisionniste. Vous connaissez ce coach de baseball aux États-Unis qui dit que c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit, surtout l'avenir. Alors, mais à l'époque où on écrit le livre, on s'est dit que la façon dont les choses, dont l'Europe s'est construite, ne peut pas être considérée comme acquise pour toujours. Les choses peuvent se maintenir, mais rien ne dit que les structures actuelles ne vont pas s'effondrer. Et c'est pourquoi que l'histoire de Habsbourg était plutôt une question sur les décisions politiques, les leaders, les dirigeants politiques, mais c'est aussi une affaire de chance, parce que le monde autour de nous va nous affecter d'une façon ou d'une autre. Et pour répondre à la question de Nicole, alors à propos, le livre en parle justement. Dans les Balkans, vous avez un tiers de la population de la Serbie qui estime qu'au cours des 10 prochaines années, ils vont intégrer l'Union européenne. Et alors la plaisanterie, c'est quelle est la différence entre les optimistes et les pessimistes dans les Balkans en matière d'élargissement de l'Union européenne. Les optimistes, c'est ceux qui pensent que la Turquie va se joindre à l'Union européenne pendant la présidence albanaise, et les pessimistes sont ceux qui pensent que l'Albanie va joindre l'Union pendant la présidence turque. Voilà. Alors, Bon. Alors, c'est un petit peu ça la problématique de l'élargissement européen. La nouvelle donne dans les Balkans, et là, l'Union européenne est peut-être un peu trop petite pour s'en rendre compte, mais c'est que pour nous, les Balkans, c'était une zone, une région dans laquelle tous les autres pays considèrent que la domination européenne est naturelle parce que justement ces petits pays n'ont qu'une ambition, c'est de joindre l'Union européenne. Mais c'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. D'abord, pour ce qui est des investissements, c'est la Chine qui va être le premier investisseur en Serbie. Et au cours même pas des 10 ans, au cours de l'année qui vient, et la Chine a sa propre idée du rôle des Balkans, ne serait-ce que pour l'accès aux ports grecs qui donnent sur l'Europe centrale. Ce qui est important pour la Chine, c'est pas les questions militaires, peu leur importe la puissance militaire, mais ce qui compte, par contre, c'est les contacts. Enfin, c'est que le gouvernement serbe ne doit pas respecter, ne doit pas s'engager auprès des règles ou des règlements européens, parce que c'était ça qu'ils avaient eu comme problème avec d'autres pays de l'Est. Donc, même si la Chine n'est pas l'ennemi de l'Union européenne en tant que projet, dans ce cas, elle préférerait que la Serbie soit proche, certes, mais pas dans l'Union européenne. La Russie, même chose, a découvert que les Balkans étaient une région où elle peut rivaliser, pas que sur les questions locales d'ailleurs, mais par exemple pour le dialogue avec les États-Unis. L'un des aspects de la négociation Serbie-Kosovo, et c'est intéressant que l'Union ne soit pas prononcée là-dessus. D'un côté, le retour aux frontières pour l'Union européenne, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour les Européens, parce qu'il n'y a aucune région du monde où l'Union européenne soit plus idéologique que dans les Balkans, parce que c'est pendant la guerre des Balkans que la politique étrangère européenne s'est définie, et donc tout changement de frontière serait un acte traumatisant. Mais d'un autre côté, comment s'y opposer? Si vous avez deux États souverains qui décident entre eux de changer les frontières et de permettre aux riverains de s'adapter, pourquoi nous y opposer?
Et ça, c'est un problème. On voit que les Américains sont beaucoup plus enthousiastes sur le changement de frontière entre la Serbie et le Kosovo. La Russie serait intéressée, mais l'Union européenne est divisée. Vous avez la Commission, les hauts représentants qui considèrent que c'est peut-être une chose utile. L'Allemagne est plus négative et la France est plutôt neutre. Mais c'est quand même important parce que l'élargissement, pendant longtemps, était l'instrument principal de l'Union européenne. Et maintenant, on ne sait pas gérer les pays, qu'ils aient vocation ou non à se joindre à l'Union européenne dans les 10 ou 15 prochaines années. Le cas Balkan est un vrai défi, un véritable enjeu, parce qu'on a affaire justement à des petits pays et on ne peut pas s'en sortir parce que ils peuvent plus, parce qu'ils sont déjà dedans. Enfin bon. Et ensuite, la question se pose de souveraineté et la relation avec les États-Unis. Alors, je sais que pour la première fois avec le président Trump, les États-Unis ne considèrent pas l'Union européenne comme étant son principal objectif stratégique, leur principal objectif stratégique. Parce que le président Trump n'est pas un guerrier de la guerre froide, mais un guerrier de la guerre économique. C'est quelqu'un qui, en fait, correspond davantage à la génération des années 70 pour ce qui était de la guerre, qui disait « faites l'amour, pas la guerre ». Et là, c'est un raisonnement stratégique entièrement différent. Et nous ne savons pas comment les Américains vont se comporter après lui, parce que ni la génération de la guerre froide, ni la dimension structurelle ne sont présentes. Vous avez l'élargissement de l'OTAN pour inclure le Monténégro et la Macédoine, et en même temps, vous avez des conversations pour dire que on va quand même pas défendre le Monténégro. Bon, ça pose problème quand même. Et je crois que cette intégration européenne et intégration atlantique connaissent toutes les deux des crises, mais il y a des réserves. Quand vous dites on retourne à l'État-nation, comment on va le faire? Parce que si l'Union européenne va commencer à se désintégrer, vous allez avoir des États membres eux-mêmes qui vont se désintégrer au niveau intérieur. On l'avait vu au Royaume-Uni, c'est un pays quand même sérieux, important. Bon, vous voyez que ça pose un réel problème qui divise le pays lui-même. Est-ce que la Grande-Bretagne, est-ce que le gouvernement va se maintenir? Quid de la Belgique? Je pose ces questions parce que d'une certaine façon, ce phénomène de désintégration européenne est un peu un retour aux États-nations. Enfin, se dire que ce sera un retour au statu quo ex ante, c'est complètement erroné. Ce ne sera pas du tout le statu quo ex ante avec les États-nations. Ce sera une nouvelle donne. Maintenant, pour ce qui est de la relation entre la France et les pays d'Europe centrale, je ne sais pas si ça diffère beaucoup. Curieusement, la France, même pendant la guerre froide, était très aimée dans ces pays de l'Est. Vous voyez des affinités culturelles, même linguistiques. Alors, on va écarter un peu la Bulgarie maintenant, mais regardez la Pologne, la Roumanie. Mais ce qui s'est passé, c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 90. Les entreprises françaises n'y vont plus. De ce fait, pour la France, l'Europe centrale et orientale reste finalement une catégorie entièrement politique, mais pas économique, alors que pour l'Allemagne, au contraire, c'était une dimension économique puissante, dans la mesure où, et alors là, imaginez l'ampleur des enjeux, 30% de la production industrielle de la Hongrie vient de 4 entreprises allemandes, 60% des exportations de la Hongrie viennent d'entreprises allemandes. Comme Viktor Orban dit qu'il va être un modèle pour le pays, vous avez 4 entreprises allemandes qui portent à bout de bras pratiquement ou qui construisent toute l'économie hongroise, et c'est encore plus vrai de la Slovaquie. Et alors la Pologne est un grand pays, donc c'est plus divers, mais de ce fait, curieusement, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, encore une fois, la connaissance, ou la production de connaissances. Pourquoi? Parce que contrairement à l'Allemagne, qui n'était pas un empire colonial lorsque le processus d'intégration européenne s'est produit, pour la France, le projet européen était un équilibrage des relations avec les anciennes colonies, comment garder les colonies tout en s'unissant à d'autres pays. Bon, là, la connaissance sur l'Afrique, l'Asie était limitée, il y avait peu d'investissements. Même ceux qui sont spécialistes maintenant des pays d'Europe de l'Est
ils sont originaires de ces pays, comme Jacques Ruznik, c'était des choix personnels. Et ça, c'est un peu une surprise, parce qu'on voit cette asymétrie, là encore, avec cette méconnaissance de ces pays de l'Est. Si vous lisez ce qu'avait dit le président Macron, qui est pourtant un homme talentueux et qui a une imagination stratégique, donc il mérite quand même, on peut l'aimer ou pas, mais enfin, il connaît quand même ces dossiers, et pourtant l'Europe de l'Est n'est pas présente dans ces dossiers. C'est pas qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas, mais aucun des grands enjeux ne s'y retrouve, en tout cas aux yeux de Macron, et même en parlant de questions de sécurité classiques. On parle de ces exodes. Vous savez l'incidence que sera sur la politique ukrainienne. Imaginez que l'Ukraine connaisse le même type de régime de situation où vous avez des gens qui quittent le pays pour aller en Europe occidentale, comme on l'avait vu en Europe centrale. Vous aurez le corps électoral, enfin, les électeurs ukrainiens, ceux qui défilaient à Maïdan vont se retrouver à Berlin et à Paris, et les vautours pro-russes vont rester ou les électeurs, pardon, pro-russes vont rester en Ukraine. Donc, ça quand même, ça entraîne des implications importantes en termes de sécurité. Pour les Tchèques, ce qui s'est passé en 1938, évidemment, était évidemment traumatisant, mais d'un autre côté, ils sont restés aux côtés de la France et du Royaume-Uni, et d'une certaine façon, le Royaume-Uni est davantage présent en Europe centrale et orientale, même si il était quand même collectivement responsable des événements des années 30. Et le dernier point sur les frontières maintenant, le projet européen qui était une réponse à deux évolutions. Après la Première Guerre mondiale, on s'était dit, voilà, on va changer les frontières pour créer un État-nation viable, avec sa population, qui soit avec son autodétermination. Après la Deuxième Guerre, on s'est dit, bon, on ne va pas trop bouger les frontières, mais par contre, on va faire bouger les populations. Ce qui est intéressant, en 1989, on n'essaye pas de modifier les frontières, et on ne va pas forcer les gens à se déplacer, mais on va faire en sorte que les frontières soient faciles à traverser, à franchir. Et c'est ça le problème d'Europe de l'Est. Tous ces frontières, enfin, ces frontières sont peut-être à la fois la meilleure chose qui soit arrivée à ces pays et la pire menace. Pourquoi la meilleure chose? Parce que vous avez des gens qui sont venus à titre personnel, pour ceux qui sont allés étudier, travailler à l'étranger. Bon, ce sont des gens qui, du point de vue de l'intérêt national, quand on gouverne ces pays, ça pose problème que les élites travaillent ou s'instruisent ailleurs. Et dans les relations Est-Ouest, finalement, la question est de savoir comment inciter les gens à revenir au pays natal pour que le mouvement soit circulaire. Les gens viennent à Paris, mais ils peuvent y rester, ensuite retourner 10 ans à Varsovie, enfin, retourner 10 ans plus tard à Varsovie. Bon, c'est pas... il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'émigrer, mais enfin les encourager peut-être à revenir. Il y a 14 pays auxquels on a demandé, est-ce que vous allez, si votre gouvernement rend difficile à vos concitoyens d'aller travailler à l'étranger, est-ce que vous allez appuyer ces politiques, qui étaient une politique socialiste? Vous avez 51% des Polonais, 56% des Hongrois qui étaient d'accord, qui étaient prêts à élire des gouvernements qui rendraient plus difficile l'émigration. Je crois que ce qui inquiète les gens, encore une fois, c'est de voir d'autres pays connaître ces mouvements migratoires et migratoires. Alors, oui, Maxime? Merci, Maxime Lefebvre, je suis du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères. Je me suis aussi occupé un peu d'Europe de l'Est, de Russie et tout ça. Sur l'identité de l'Europe orientale, les pays d'Europe centrale et orientale, il y a deux modèles historiques qui sont intéressants, deux modèles explicatifs. Il y en a un qui dit, c'était notamment la théorie de Henri Mandras, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il avait fait toute une sociologie de l'identité européenne occidentale, et il montrait qu'en fait, il y avait des particularités de la civilisation ouest-européenne, l'individualisme notamment, le modèle démocratique, l'industrialisation, la paysannerie qui était ancrée sur sa terre,
et qui faisait que l'Europe de l'Est, c'était ce qu'il appelait l'autre Europe. Et puis un autre modèle qui dit qu'une partie de l'Europe de l'Est fait partie de la vieille chrétienté occidentale, donc devenue ensuite catholique, protestante, et que ce modèle est fondé sur l'état de droit, sur la séparation des pouvoirs. La Roumanie et la Bulgarie n'en font pas partie, parce qu'en fait elles sont dans la culture balkanique, orthodoxe, et le monde musulman non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Europe occidentale, en s'élargissant au PECO, aux pays d'Europe centrale et orientale, elle a plus ou moins recouvert cette civilisation d'Europe occidentale qui correspond à la définition par Huntington dans sa théorie des civilisations. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et ce que vous avez mentionné quand même à travers différents éléments, critères, c'est que cette Europe orientale, elle tente à s'éloigner de nous aujourd'hui, à travers ces migrations, à travers cette remise en cause de l'état de droit, par exemple en Pologne ou en Hongrie. Et donc cet espoir qu'on pouvait avoir que le modèle ouest-européen s'étendrait à l'Est, soit par une sorte de profondeur culturelle et civilisationnelle, soit parce qu'on arriverait à moderniser ces pays, eh bien, se heurte à des résistances extrêmement profondes dans les sociétés. Et même la Grèce, par exemple, la Grèce qu'on a fait entrer dans l'euro, on voit bien que ce n'est pas évident qu'elle puisse tenir son rôle et sa place dans la monnaie unique. Ça reste quand même malgré tout un pays balkanique qui n'a pas connu la Renaissance, qui n'a pas connu les Lumières, etc. Donc c'est quand même très compliqué et ça rend quand même un petit peu pessimiste, surtout après ce que vous nous avez raconté. Mais je serais intéressé de voir comment vous voyez les choses par rapport à ça. Merci Maxime. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, là-haut. Allez-y. Le problème, nous sommes à moins de 3 mois des élections européennes. On a traité beaucoup de questions européennes, mais je ne vois pas, bon, les crises, mais je ne vois pas de projet européen qui soit fédérateur et qui permette de dépasser les frontières ou les fractures que l'on a évoquées tout à l'heure. Et la deuxième question, monsieur le professeur, vous êtes à Vienne. Bon, vous êtes d'origine bulgare, mais vous êtes à Vienne. Pensez-vous que si les pays de Visegrad venaient à s'élargir à l'Autriche, on ne reconstituerait pas historiquement une mini monarchie habsbourgienne, sachant quand même qu'il n'y aura pas d'empereur, puisqu'il n'y a plus d'héritier, et que ceux qui avaient été contre, après le traité de Versailles, étaient prêts à redonner la couronne de Hongrie à Otto de Habsbourg, qui s'est bien gardé de la récupérer, puisqu'il est resté député européen. Merci. Merci, monsieur. D'autres questions? Monsieur, je vous en prie. Ce sera la dernière question. Merci, monsieur le professeur, pour cet exposé limpide. L'actualité nous ramène à un divorce prochain. C'est celui du Brexit. Bon, alors, donc moi, ma question, elle est toute simple. Donc, à la lumière de ce que vous avez dit, force est de reconnaître que l'affectio societatis, c'est-à-dire cette envie de vivre ensemble, n'existe plus du côté des PECO, donc des pays d'Europe centrale et orientale. Alors, si tel est le cas, est-ce que la cohérence ne conduit pas à dire que, en tout cas, l'hypothèse d'une sortie d'un de ces États n'est pas à exclure? Qu'en pensez-vous? Oui, bon, oui, vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, ce qui est étrange, c'est que dans toute cette discussion, c'est qu'au fond, la question, justement, ne se pose pas. La vraie question par rapport à cette idée qu'il y a des poussées centrifuges, qu'il y a des divisions, etc., c'est qu'à l'est de l'Europe, la question, naturellement, ne se pose pas. Elle peut se poser, il y a le Frexit en France, certains en parlent, ça n'a pas grand chance. Au Brexit, ça s'est posé, d'autres se sont posés. Voilà. Alors,
eh ben, je vous laisse la parole. On commence par vous. Et puis ensuite, comme ça, vous allez pouvoir réfléchir à... Même si vous allez vite, ça... Allez. Je vais aller vite. Non, pardon. Sur la question du Brexit sur les pays d'Europe centrale et orientale, effectivement, la question aujourd'hui, elle ne se pose pas. Et quand on regarde les eurobaromètres, en fait, même dans des pays, dans les pays d'Europe centrale et orientale, mais même dans des pays qui ont très fortement souffert, comme la Grèce, comme l'Espagne, il y a un euroscepticisme, mais personne ne veut sortir. Personne ne veut sortir. Donc cette question, elle ne se pose pas. Et d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, la stratégie de Orban, aujourd'hui, il est plutôt de savoir comment est-ce qu'on renforce le poids de l'Europe centrale et on construit une politique et un pôle de stabilité conservateur au centre de l'Europe, mais au centre de l'Union européenne, qui a une vraie influence sur l'Europe. C'est une stratégie européenne, ce n'est pas une stratégie de sortie et de sortie de la Hongrie. Sur le groupe de Visegrad élargi à l'Autriche, moi j'ai beaucoup de doutes sur cette question. Déjà que le groupe de Visegrad, les 4 pays qui la composent ne sont pas capables de se mettre d'accord sur beaucoup de sujets. Il est peu probable que élargi à l'Autriche soit plus simple. Sur le projet européen fédérateur, par contre, je ne peux que vous rejoindre. Et on avait vu ces derniers mois émerger la possibilité d'un débat européen, et notamment avec cette question de souveraineté européenne. Qu'est-ce qu'on met derrière? Le problème, c'est qu'on a lancé un concept dans l'air, mais que personne ne s'en est emparé pour essayer de lui donner de la chair, du concret, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut lui donner vie. Et d'ailleurs, quand on prend une idée qui a l'air hautement polémique, qui est celle de l'armée européenne, qui a été proposée par le président Juncker, quand vous regardez, en fait, la situation, elle est beaucoup plus diversifiée que ça, et des personnes comme Viktor Orban se sont personnellement exprimé en faveur de la création d'une armée européenne. On n'est probablement pas d'accord avec Orban sur ce qu'on ferait faire à une armée européenne, mais il y a la possibilité. Mais en tout cas, il faut qu'on aille chercher un débat avec nos partenaires européens, parce que les Français ne reconstruiront pas l'Europe seuls dans leur coin. Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, les pays d'Europe centrale et orientale sont absents de la politique de Macron. C'est à ce point vrai que Macron a fait sa campagne sur l'Europe qui protège, il faut une Europe qui protège, une Europe qui protège. La première illustration de ce que devait être l'Europe qui protège, directive des travailleurs détachés. L'Europe doit protéger de qui? Des autres Européens. Enfin, je veux dire, quel symbole, c'est assourdissant. On n'en peut qu'en être asthmatique. Alors justement sur ce point, et pour faire le relais avec la question qui a été posée, c'est vrai que le Brexit pose une question aux pays de l'Est. Ne serait-ce qu'en présence des travailleurs nombreux polonais immigrés au Royaume-Uni. Et alors, à vous la parole. Je vous remercie. Alors, pour l'Europe centrale, ce que nous essayons de voir, enfin, on a tendance à se dire que l'Europe centrale est plus homogène qu'elle n'en est vraiment. Il y a une blague suisse qui résume un petit peu mon propos ou ma démarche méthodologique. Vous avez 3 garçons, un Allemand, un Français et un Suisse de 8-9 ans, qui se demandent d'où viennent les bébés. L'Allemand dit... On les trouve sur le seuil de la maison, quand on ouvre la porte et les parents les font entrer. Le Français répond, il rigole et dit « Mais non, les bébés viennent de la chambre à coucher. » Et puis le Suisse dit, il était un peu mal à l'aise, et il a dit « Il ne faut pas généraliser, ça dépend d'un canton à l'autre. » Alors, pourquoi je dis ça? C'est que l'Europe centrale et orientale paraît très unie lorsque l'on parle de migration, mais rien d'autre. La République tchèque est probablement l'endroit le plus laïque de l'Europe. Plus de 70% de la population se définissent comme étant laïque ou agnostique. La Pologne est probablement l'un des grands pays catholiques d'Europe. La Hongrie... Bon, ils croient peut-être en Dieu, mais ils n'y font pas confiance. Alors, ce que je suis en train de dire, pourquoi je dis ça? C'est que, oui,
même sur les questions de choix politiques vis-à-vis de la Russie ou des États-Unis, les pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas unis dans leur position. On se dit que ces pays sont anti-russes en raison du passé communiste. C'est vrai pour la Pologne et des républiques baltes, mais pour ce qui est de la République tchèque et de la Hongrie et de la Bulgarie, eh bien, vous verrez que vous avez les 3 pays les plus pro-russes de toute la région. Donc, on se demande si ce ne sera pas... Enfin, ce ne sera pas facile, mais ce qui est intéressant pendant cette évolution actuelle, c'est de se dire que l'Europe centrale... Enfin, si on se dit que l'Europe centrale forme un bloc, il faut voir que même leurs trajectoires économiques sont différentes à ces pays. Donc, ce serait une erreur de les réduire à un bloc. Maintenant, pour ce qui est du modèle de nationalisme, ça n'est ni M. Poutine ni la Chine qui représentent un modèle nationaliste. Pour les pays d'Europe centrale et orientale, c'est Benjamin Netanyahou, le modèle du nationalisme. C'est paradoxal, mais vous avez là, en Israël, un petit pays avec un pouvoir exécutif puissant, avec sa propre politique étrangère et qui a une voix sur la scène internationale. Et là, les mouvements populistes en Europe centrale et les liens avec Israël ne sont pas simplement opportunistes. Il se trouve qu'Israël incarne le rêve nationaliste de ces pays des années 30, mais qui, évidemment, s'était heurté à l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle ces pays veulent maintenant être forts et résistants. Bon. À propos, l'Autriche ne va pas joindre le groupe de Visegrad et vice-versa. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de ce dont nous parlons maintenant, la société autrichienne, là encore, est une société très hétérogène, qui ressemble un peu à la diversité française. Et donc, les problèmes ne se posent pas dans les mêmes termes qu'en Hongrie. Peut-être que... Alors, vous avez la diversité même linguistique. D'ailleurs, si on compare M. Kurz à M. Orban, cette comparaison ne tient pas la route sur le plan politique. Vous avez affaire là à des animaux politiques très différents qui viennent de situations très différentes, avec des objectifs stratégiques très différents. D'une certaine façon, l'Autriche est probablement l'un des pays qui a le plus bénéficié de l'élargissement de l'Union européenne. L'Autriche est très présente sur le plan économique en Europe centrale et orientale, et comme l'Allemagne et d'autres pays, c'est entre eux que se font le gros des échanges économiques. Mais alors, pour ce qui est de l'empereur, je suis sûr que M. Orban pourra poser sa candidature, mais enfin, c'est un peu difficile de trouver une candidature acceptable. Alors, le Brexit, ah oui, alors ça, c'est quand même une question intéressante, en tout cas pour moi. Le Brexit, au début, est arrivé comme un choc, là, l'issue du référendum, parce que les gens se sont rendus compte que l'intégration européenne n'était pas irréversible. Ça, c'est un choc, disons, psychologique, en oubliant le reste. Il y a eu un tel choc parce que certaines réalités n'étaient pas présentes à l'époque. D'un autre côté, vous avez maintenant la réalité du Brexit, qui a mis un terme aux ambitions de Brexit des pays d'extrême droite. Parce que l'idée, c'est que on s'était dit que en quittant l'Union européenne, l'extrême droite arriverait à prendre le pouvoir, mais en fait, même quand Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour, les gens n'ont pas voté pour elle. Et vous avez le même phénomène. Même si certaines des politiques sont suivies, les partis eux-mêmes n'arrivent pas au pouvoir. Et donc la question est de savoir, le fait d'avoir des partis qui soient ouvertement pour la sortie de l'Union, est-ce que ça, en soi, est une bonne ou une mauvaise chose? Quand le président Macron définissait sa stratégie européenne, lui, il espérait que les élections européennes ressembleraient au deuxième tour des élections présidentielles françaises, c'est-à-dire que vous aurez un bloc pro-européen et un bloc pro ou anti... C'est pas le cas. Les gens sont pour l'Europe, mais ils veulent pas la même chose dans l'Europe. Et ça rend les choses plus compliquées. Et ce sera d'ailleurs ce sera beaucoup plus difficile pour le bloc pro-européen de proposer des politiques différentes. Et le fait d'avoir des partis qui soient ouvertement anti-européens pourrait être en soi un problème politique plutôt qu'une bénédiction. D'où une source de tension. Et puis enfin, sur les derniers points,
ce qui m'avait frappé dans le cas britannique, je me suis beaucoup entretenu avec les Britanniques. Et à l'ironie de l'histoire, au cours des 50 dernières années, la Grande-Bretagne a été dans des situations asymétriques avec ses anciennes colonies pendant la période de décolonisation. Et la décolonisation suit le même régime. Vous avez le gouvernement britannique qui a toute la connaissance et les pays nouvellement indépendants n'ont que l'enthousiasme, mais n'ont pas le savoir, n'ont pas les moyens. Et en termes d'échanges commerciaux, c'était pareil, dissymétrie ou asymétrie. Maintenant, vous avez ces relations inversées. La Grande-Bretagne est un peu comme le pays colonisé, parce que dans les dialogues avec Bruxelles, eh bien, la Grande-Bretagne n'avait pas l'expertise, puisque c'était Bruxelles qui avait l'expertise, et il a fallu recruter des gens pour mener les négociations, de même que les anciennes colonies ont recruté des gens pour négocier l'indépendance. Bon, alors, mais quand même, la Grande-Bretagne a pu maintenir un certain équilibre au sein de l'Union européenne, notamment par les Allemands. Ils parlent du moteur franco-allemand, mais il était important d'avoir un tiers, d'avoir la présence britannique pour équilibrer les choses. Alors je ne sais pas si les pays scandinaves pourront prendre le rôle qu'avait été celui de la Grande-Bretagne. Et quand vous parlez de mes inquiétudes par rapport à la désintégration, je crois que cet effondrement n'est pas lié à l'apparition de mouvements anti-européens ou même à la chute de l'Union soviétique, parce que les pays, il y a eu cette prise de conscience dans ces pays, même alors que l'Union soviétique était morte cliniquement, pour ainsi dire, pardon. Le vrai problème, c'est que si un grand pays comme la France et l'Allemagne estiment que l'Union européenne paralysée n'est pas en danger, c'est là le danger. Et il faut voir ce que sont justement les perceptions du public par rapport à l'Union européenne. Dans les dernières données, 52% des Allemands croient que l'Union européenne est dans l'intérêt de l'Allemagne. 21% ne savent pas. Et ces gens qui ne savent pas, c'est eux qui sont le groupe le plus important. Pourquoi? Parce que vous avez des projets comme ce projet impérial. Ces projets ne s'effondrent pas de la périphérie. Ce ne sont pas les États, les républiques baltes qui ont désintégré l'Union européenne. Mais c'est au centre, c'est de là que part la révolte. Si le centre décide que le projet n'est plus dans l'intérêt du pays et qu'ils ne veulent plus jouer le rôle de gendarme ou de compagnie d'assurance pour les autres, c'est là que le risque d'effondrement se présente. Et c'est le problème de la France et de l'Allemagne et de l'Italie maintenant, et non pas les pays de la périphérie qui risquent de faire des bêtises. Même si ces pays font des bêtises, personne ne s'en rendra compte. Je vous remercie. Merci beaucoup.